Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. C'est dans cette maison d'un quartier calme de Mesqueleu que le corps sans vie d'une septuagénaire a été retrouvé. Ce sont deux livreurs de meubles qui ont fait la macabre découverte ce lundi. Ils ont retrouvé la vieille dame un foulard serré autour du cou. D'après les premières constatations, la victime aurait été poignardée au thorax à 3 reprises. Aux alentours, personne n'a rien vu ni rien entendu. Un voisin se souvient d'une grand-mère discrète et aimable. C'était une très bonne voisine. Voilà. Et puis c'était également une amie. C'était une dame qui était extrêmement serviable, très gentille, très affable, qui rendait beaucoup de services à tous les gens du quartier et également à la maison de retraite qui est à Queuleux. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire de Metz. On continue avec une tentative d'agression sexuelle, cette fois-ci, celle d'un mineur à Besançon. La police lance un appel à témoins, elle cherche d'autres victimes éventuelles. Un suspect a été mis en examen et écroué. Il aurait attiré le garçon via Internet. Les faits remontent à janvier dernier. C'est en se faisant passer pour cette jeune fille qu'un homme de 27 ans a convaincu le 11 janvier dernier un bisontin de 11 ans de venir à sa rencontre. Rendez-vous est pris dans le quartier des Clairs-Soleil. Pour refermer son piège, l'agresseur dit être le cousin de la soi-disant adolescente et lui propose de le mener jusqu'à elle. Le trajet se fait en scooter, direction la forêt de Chahut, à quelques kilomètres de là. Sur place, l'homme devient menaçant et sort un couteau, mais le garçonnet parvient à s'enfuir. Il s'est caché dans les bois le temps que le scooter repasse puisque l'homme est parti à sa recherche. Et quand il est donc remonté le long du bois, il a eu la présence d'esprit d'appeler la police directement et de se présenter à la carrosserie, donc la première maison qui se présentait devant lui. Donc un petit garçon bien brave, tremblant, mais très lucide et très courageux. Très rapidement, les investigations menées sur Internet par les enquêteurs permettent d'identifier l'agresseur présumé. Résident en périphérie de Besançon, il a déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Interpellé le 25 janvier, l'homme est depuis écroué pour tentative d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans avec arme. La victime indique qu'il y avait une dizaine d'amis sur Facebook et quand on est retourné récemment sur ce compte Facebook, il n'y avait plus qu'un seul ami, la victime en question. Donc il y a eu d'autres personnes qui sont rentrées en contact avec l'auteur des faits à cause de cette photographie et c'est ces personnes que l'on cherche à identifier pour savoir exactement quels ont pu être les échanges, voire peut-être les infractions qui ont pu être commises. Un appel à témoins vient d'être lancé par la police. Toute personne qui aurait été victime d'un scénario similaire est invitée à prendre contact avec les enquêteurs. À Albi, le corps sans vie et en partie déshabillé d'une femme de 48 ans a été retrouvé ce lundi dans un fossé le long de cette voie ferrée désaffectée. La victime avait disparu 2 jours plus tôt alors qu'elle se rendait à son travail. Elle occupait depuis plusieurs années un emploi dans cet hôtel. C'est un oncle de la famille qui a fait la macabre découverte. Il est encore trop tôt pour connaître les circonstances exactes du décès. Officiellement, aucune piste n'est écartée. Une autopsie doit avoir lieu aujourd'hui à l'Institut médico-légal de l'hôpital Rangueil à Toulouse. Vous le savez, ce lundi, le tribunal de Turin a condamné 2 dirigeants de l'entreprise Eternit à 16 ans de prison dans le premier procès pénal de l'amiante. Dans le Nord-Pas-de-Calais, région qui compte le plus de victimes en France, cette condamnation historique fait naître de nouveaux espoirs. Enfin, des coupables ont été condamnés. C'est le premier commentaire de ces veuves de l'amiante rentrées de Turin hier. Au cours du procès auquel elles ont assisté, le procureur a égrené un à un les noms des 3000 victimes italiennes. 3 heures d'une litanie douloureuse et un pèlerinage dont elles reviennent renforcées dans leurs convictions. Il faut avoir la rage au ventre pour y arriver. Donc je pense que la rage au ventre, je crois qu'on l'a. On était très heureux pour eux. Franchement, d'entendre ça, ça a été quelque chose qui nous a touchés énormément. C'est d'ailleurs rien qu'en vous parlez, voilà quoi. Donc on aimerait avoir la même chose. Hein. Car en France, les poursuites ont été abandonnées en fin d'année dernière pour vice de procédure. 15 ans de lutte réduite à néant. En Italie, il aura fallu 5 ans pour aboutir à un procès et à la condamnation à 16 ans de prison pour 2 responsables. Une leçon et un camouflet infligé à la justice française. C'est absolument impossible que la justice française ne prenne pas conscience de ces actes, de ces crimes qui ont été commis. Alors ça veut dire en réalité que toutes ces personnes malades, tous ces morts, toutes ces veuves, toutes ces vies brisées, ça n'a aucune valeur pour la justice française. Une indignation partagée par Marceau. 39 ans d'amiante, comme il dit,
Atteint de plaque pleurale, il souffre d'une incapacité respiratoire. Lorsqu'il prend sa retraite en 99, le diagnostic tombe. Quand on vous annonce que vous avez 10 ans de vie en moins, dans votre tête, c'est pas, mais ce travail, hein, je me dis non, 10 ans, non, j'ai pas voulu accepter. Si ce sera grave, ce sera un cancer du poumon. Ce que je souhaite pas, c'est le mésothéliome, parce que là, je sais très bien que je dépasserai pas les 15 mois. Quoi. Une seule fibre suffit? Ah ouais, hein, si jamais ça se déclenche, c'est tout, hein, c'est irréversible. Hein. De l'amiante, on n'en guérit pas, on en meurt. 10 ans de vie en moins, un suivi médical pour le restant de ses jours. À ses yeux, cela vaut bien un procès. Qu'il soit au moins reconnu coupable. Moi, je ne demande pas qu'il soit en prison, moi, je ne demande pas qu'il soit... Mais tout au moins qu'il soit reconnu coupable, qu'ils reconnaissent leur faute. Une faute qui, chaque année, coûte la vie à plus de 4000 personnes en France. À Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, l'usine d'aluminium est toujours dans l'incertitude concernant son avenir. 2 réunions ont eu lieu pour faire le point sur les négociations entre l'industriel, le groupe anglo-australien RTA, Rio Tinto Alcan et EDF. Aucune annonce concrète, seulement un nouveau report au mois de mars. Une usine dans le brouillard, au sens propre et au figuré. Les dirigeants de l'entreprise n'ont donné aucune information nouvelle sur l'avenir du site. Incertitude et inquiétude pour les salariés. 450 à la production, 150 au laboratoire de recherche. On a tenu une assemblée générale pour donner les informations et on a bien senti au niveau de cette assemblée que la plupart du personnel était reparti plus dépité qu'en arrivant par ce manque d'informations justement par rapport à l'avenir du site. Faut quand même savoir qu'on a un psychologue qui vient 2 fois par semaine sur le site, hein, déjà depuis quelques mois. Bientôt il va falloir qu'il vienne tous les jours. 2 réunions, un comité d'établissement et un comité central d'entreprise. Et finalement une seule annonce, les négociations avec EDF se poursuivent. Or elles durent depuis des mois, elles visent à renouveler le contrat d'électricité. EDF ne veut plus concéder un tarif réduit, mais celui du marché. Trop cher pour l'entreprise. Les discussions sont difficiles parce que EDF aujourd'hui c'est une entreprise qui doit faire du bénéfice, ça on le voit. RTA c'est pareil. Et au milieu on a une stratégie qui n'est pas très définie au niveau du gouvernement. L'État ne joue pas son rôle? L'État ne joue pas pour l'instant son rôle, et il va falloir qu'il s'y mette, quoi. Les représentants du personnel en viennent à douter de la volonté de pérenniser l'usine. Ils dénoncent la baisse des investissements alors que l'échéance approche. L'actuel contrat avec EDF expire début 2014, mais il doit être reconduit avec un préavis de 2 ans. Avec 23 cm de glace par endroit, dans la Marne, les canaux de la région se sont transformés en véritables petites banquises. Alors depuis le début de la semaine, on emploie un brise-glace pour permettre aux péniches et aux bateaux de naviguer. 13 jours que le brisant, c'est son nom, était attendu. La raison ? Tant que les températures étaient négatives, il est impossible de faire du cassage de glace avec le brise-glace. Ce marinier belge de 350 chevaux demande tactique et précision, surtout que la glace est désormais cassée, il va falloir zigzaguer entre les glaçons. Alors que la région Poitou-Charentes a décidé de mettre en place les barrières de dégel sur ses routes, ce dispositif risque de poser des problèmes à certaines entreprises. Retard de livraison, manque à gagner financier, voire parfois chômage technique. À chacun sa solution pour éviter le pire. Chez ce transporteur, les parkings sont déserts. Le gros de la flotte est sur la route, 21-40 tonnes qui demain devront respecter les barrières de dégel. Du coup, dans les bureaux, on gère au coup par coup. Il y a des camions partout chez Martel. Tout le monde arrive en même temps et... Face à la durée possible de la situation, l'ombre du chômage technique plane. Alors avant, on va essayer de composer. Comment ça va se passer exactement? Je pense qu'il va y avoir un maximum de repos récupérateurs pris par les chauffeurs. Il va y avoir des congés payés un maximum, mais ça va épurer un petit peu plus. Et puis après, il y aura certainement un manque à gagner. Manque à gagner aussi du côté des bases logistiques, comme ici en bord de RN10. Pas de problème d'approvisionnement. En revanche, pour l'organisation des dessertes locales et régionales, c'est quasiment du sur-mesure. Ça demande d'être en relation avec le point de vente qui peut nous indiquer parfois des itinéraires bis pour pouvoir accéder directement au point de vente. En tout état de cause, pour nous, c'est souvent un transport multiplié par 2. Concernant les barrières de dégel à partir de demain, comment vous allez vous organiser ?
Dans ce bureau de la Chambre de commerce, on recense les problèmes rencontrés par les entreprises mises en ligne à la demande du Conseil général. L'alerte d'information se fait sur 3 niveaux. Une communication globale où on a contacté les différentes fédérations qui peuvent être concernées par les barrières de dégel. Ensuite, on a mis un lien vers notre site internet avec l'ensemble des documentations liées à la réglementation et à l'arrêté qui a été pris, en lien toujours avec le Conseil général pour avoir des cartes à jour. Et d'autre part, nous contactons les entreprises en direct, donc nous leur envoyons un message pour bien identifier déjà l'information et identifier leurs besoins. Gare aux contrevenants, les sanctions seraient lourdes, avec entre autres une immobilisation des camions et la suppression du permis pour les chauffeurs. C'est une excellente nouvelle pour la capitale. Paris est la championne du monde des villes où il fait bon étudier. C'est le résultat d'une étude britannique qui place les universités parisiennes en tête devant Londres et Boston. Parmi les critères positifs, les droits de scolarité peu élevés. Paris séduit, Paris attire. 300 000 étudiants fréquentent ces universités. C'est la capitale européenne et même mondiale la plus prisée, avec plus de 50 000 étrangers. Tous soulignent la qualité de vie. J'habite à la cité universitaire et la vie ici est très agréable avec les maisons. Mes voisins sont très aimables, très gentils. Le premier choix, j'ai choisi cette école à Paris. Les profs sont très excellents. Après, les étudiants sont très sympas. Surtout, il y en a plein d'endroits pour sortir. Donc, je trouve que ça, c'est très bien. Donc, Tour Eiffel ou des trucs comme ça. Les professeurs sont très gentils et les cours sont très pertinents. La qualité de vie n'est pas forcément la seule raison de la bonne image des facultés parisiennes. Les étudiants du monde entier savent qu'à Paris, ils ont un cadre de travail tout à fait exceptionnel, des bibliothèques intéressantes, on développe les learning centers, on développe la vie étudiante, les restaurants, le logement, on développe la cité internationale qui est un très bel endroit de Paris dans lequel ils aiment être accueillis. Bref, je crois qu'ils sont heureux quand ils sont étudiants à Paris. Enfin, l'un des critères majeurs du choix de Paris, les droits de scolarité, 200 € en moyenne l'année, alors qu'en Angleterre, il faut compter entre 3 000 et 10 000 €. Petite pause carnavalesque dans le nord à Dunkerque, une fête ouverte à toutes les générations. Les seniors aussi savent chahuter. La preuve à Cursal, où plus de 800 carnavalos catégorie vétérans se sont rassemblés avec un seul objectif, s'amuser sans modération. La voix bien assurée, le pas alerte, sous les perruques beaucoup de cheveux blancs, mais surtout de vraies âmes de carnavaleux et une ambiance qui n'a rien à envier au fameux bal du samedi soir. Carnaval, c'est super! Je dois attaquer, on est j'éclate! Au son de la clique, ils sont des dizaines emportés par le chahut. Point commun, plus de 60 ans et une furieuse envie de faire la fête, au point d'en oublier toute fatigue. Enfin, pour ce carnaval des seniors, quelques pots sont tout de même les bienvenus. Igloo, igloo, igloo. Un repas, quelques chahuts entrecoupés d'un peu de bal-musette, c'est depuis une dizaine d'années le menu proposé par la ville de Dunkerque à ses aînés. Ils ont connu ça toute leur jeunesse et quand vous voyez, vous avez assisté, on n'est pas vraiment dans un carnaval de seniors, ça pousse, ça crie, ça chante, donc c'est bien. Une ambiance qui attire bien au-delà des Dunkerquois. Dans la salle cet après-midi, des Lillois, des Tourquenois ou des Amandinois, mêlés au carnavaleux de toujours. Tout le temps qu'on a nos jambes et notre tête, on va faire carnaval tout doucement. Car à Dunkerque, c'est bien connu, il n'y a pas d'âge pour le chahut. Tout de suite, votre édition des initiatives.